Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, aujourd'hui dédié donc au scalping, aux stratégies sur le scalping. Alors c'est un tout nouveau sujet, je dirais, par rapport donc à notre série de webinaires, mais pour autant c'est un élément, je dirais, que j'aborde au quotidien durant les séances de live trading avec les clients. Je pense que la plupart parmi vous sont justement clients. Alors je rappellerai essentiellement que ce webinaire justement est enregistré. Donc il sera sur YouTube dans la journée. Ce sera le deuxième hors-série de la série des vidéos de formation que je crée en ce moment. Voilà, donc effectivement le premier hors-série, mais j'aurai l'occasion d'en reparler dans quelques instants, était le webinaire de vendredi, non pas dernier, mais il y a 2 semaines, dédié à la psychologie sur le trading. Alors, on va commencer justement rapidement avec les avantages que présente le scalping. Alors bien entendu, je vais maintenant présenter les avantages, mais un peu plus tard dans le webinaire, je présenterai les inconvénients et en expliquant bien entendu que le scalping n'est pas forcément quelque chose de simple, que ça n'est pas une recette miracle et encore moins une garantie de succès, je dirais, sur le live trading. Voilà, ou sur le trading au sens large. Alors, premier point, l'un des avantages vraiment central, je dirais, du scalping, c'est bien entendu la possibilité de prendre rapidement ses bénéfices. C'est-à-dire que le scalping, par définition, c'est une manière d'investir sur les marchés qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on tient une opération sur le marché pendant peut-être quelques secondes, voire quelques minutes. On ne reste pas exposé plusieurs heures sur une opération de scalping. C'est absolument pas l'idée, sauf cas extrêmement rares, notamment en cas de couverture de risque, comme on le verra tout à l'heure, mais statistiquement, l'immense majorité des opérations de scalping ont quand même vocation à être ouvertes. Par exemple, je vais prendre un exemple totalement arbitraire, mais doivent être ouvertes par exemple à midi pile et être clôturées à midi 2. Voilà, par exemple. C'est vraiment l'horizon d'investissement le plus court possible. Alors, c'est une sous-composante de ce qu'on appelle le day trading, parce que le day trading, par définition, c'est ouvrir et fermer la même opération au sein d'une même séance de trading. Bien là, c'est encore bien plus réduit. Voilà, donc ça définit vraiment notre horizon d'investissement, duquel découle bien entendu cet avantage central, c'est-à-dire une prise de bénéfices rapide sur le marché. Deuxième point, et non des moindres, naturellement, puisqu'on vient simplement s'exposer sur le marché quelques secondes, quelques minutes, et que l'on fait une prise de bénéfice assez rapide, on a globalement une faible exposition au risque. Alors ça veut dire deux choses, cette notion-là. La première, au niveau d'exposition au risque, c'est bien entendu le volume que l'on va paramétrer pour son opération. On ne vient pas, au niveau du scalping, appuyer sur d'énormes volumes. Je prendrai un exemple. Le compte de live trading qui me sert actuellement depuis plus d'un an, initialement était crédité de 20 000 euros. Tout ce temps, depuis un an, les opérations que je prends sur le DAX sont de 0,25 lots. Voilà. Sur le euro-dollar, c'est 0,25 à 0,50. Donc vous voyez que ça n'est pas une exposition au risque énorme parce que on sait qu'on reviendra de toute manière dans quelques instants sur le marché, prendre sensiblement la même opération et ça ne sert à rien si on anticipe une variation de 10 points de s'exposer au risque, par exemple une contre-tendance de 50 points avec énormément de volume. Exposition, une faible exposition au risque, ça sous-entend aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire que quand on a un marché complètement instable, ce qui a été par exemple le cas hier, c'est bien normal, au niveau de la conférence de presse de Mario Draghi, conférence de presse évidemment historique du 22 janvier, où on a appris justement que la BCE allait se lancer dans un quantitative easing souverain, donc en achetant des portions de dette étatiques de plusieurs pays européens, pas tous, mais plusieurs pays européens quand même. Bon, on a quand même fait le live trading bien entendu au sein juste après la conférence de presse. On a respecté le même schéma, mais j'attendais que Draghi finisse pour attaquer les premières opérations. On peut se retrouver plus ou moins dans l'œil du cyclone, mais malgré tout, on va quand même, grâce au scalping, diminuer son risque parce que on ne vient pas garder une opération plusieurs heures ou plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc naturellement, s'il y a ce qu'on appelle un signe noir, je pense notamment à ce qui s'est passé jeudi 15 janvier avec la Banque nationale suisse, naturellement le scalping évite quand même, nous permet d'esquiver un petit peu ce type de situation-là, puisqu'on ne va pas rester exposé 24 heures par séance, naturellement on va avoir une grille de trading qui va ressembler un petit peu à un gruyère. Voilà. Donc c'est assez classique, mais c'est vrai que c'est un avantage qu'il est bon de rappeler. Profiter des actualités majeures. Alors au contraire, si au contraire d'un signe noir, si l'on s'attend à une actualité forte, je pense notamment bien sûr hier à la conférence de Draghi, à la conférence de Mario Draghi. Effectivement, tout l'intérêt du scalping, c'est quand même de s'inscrire dans une même tendance. C'est-à-dire qu'on on ne vient pas rentrer au hasard sur le marché. On vient quand même définir un peu la tendance du jour, voir si elle peut être
cassée ou au contraire si elle peut être accélérée par telle ou telle actualité. Alors ça peut être une actualité d'ordre général, ça peut être également une actualité macroéconomique, mais je reviendrai dans quelques minutes sur cet aspect-là. Donc effectivement, il faut toujours bien définir quand même notre trame de fond, toujours définir notre tendance de fond. C'est ce que l'on fait au niveau du live trading. J'en parlerai là aussi dans quelques secondes avec la stratégie en entonnoir au niveau des unités de temps. Mais effectivement, on a la possibilité, et peut-être bien plus en termes de rentabilité que sur une opération de day trading ou de swing trading, on a vraiment la possibilité de profiter de manière forte des actualités majeures. Et c'est assez logique, bien plus que sur une opération qui va durer peut-être 2 semaines, où une actualité ponctuelle finalement pourra être annulée, pourra par exemple provoquer une forte hausse puis une forte baisse, donc être pleinement annulée tout au long de cet horizon d'investissement. Alors, faut pas passer sa journée à attendre. Ça c'est vraiment l'un des points centraux, je dirais, l'un des avantages vraiment majeurs du scalping, c'est que là, vu qu'on ne va rester exposé que quelques secondes, quelques minutes, comme on le fait au niveau du live trading, on n'a pas besoin de rester toute la journée figé derrière son écran à surveiller son opération au euro USD qui part dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc voilà. Ça, c'est vrai que c'est assez appréciable pour tout le monde de se dire, voilà, aujourd'hui je vais trader 1 heure, peut-être demain 3 heures, peut-être dans 2 jours je ne traderai pas. Voilà, donc ça c'est vraiment assez appréciable. C'est un style de trading totalement différent qui est parfaitement malléable à vos contraintes, à vos besoins. Alors, un point peut être gagné plusieurs fois. Et alors ça, c'est une notion qui est un petit peu cachée, je dirais, dans le scalping, mais qui est assez logique. Au niveau des séances de live trading, il y a 2 raisons qui me poussent à rentrer, par exemple, à la hausse, une fois que j'ai déterminé que la tendance de fond était haussière. C'est soit ce que j'appelle une bouffée d'oxygène baissière, c'est-à-dire par exemple le DAX est à 10 000 points, moi je suis rentré à 9 995, j'ai clôturé à 10 000 points, mais le DAX revient en direction de mon point d'entrée à 9 995, donc j'ai d'autant plus intérêt à reprendre la même opération si mes conditions techniques et ma trame de fond, bien entendu, n'a pas changé. Donc sous-entendu, entre 9 995 et 10 000 points, si j'ai pris 2 fois la même opération, ben, je n'aurais pas gagné 5 points de variation arbitraire, mais j'en aurais gagné 10. Donc un même point peut être gagné plusieurs fois. Au final, un scalper peut gagner plus de points à proprement parler sur un indice, j'ai pris le cas du DAX, sur une matière première, sur une parité monétaire, qu'un profil à moyen terme, qui lui, par contre, une fois qu'il a le passage du DAX à 9 995, 10 000, puis 9 995, puis 10 000, s'il est haussier, ben, il n'aura gagné que 5 points. Donc ça, c'est une notion qu'on a tendance un petit peu à oublier au niveau du scalping, mais qui quand même fait un petit peu, je dirais, donne tort à ceux qui pourraient penser que finalement le scalping, comme on ne vient pas prendre tous les points sur le marché sur une même tendance définie, eh bien c'est moins rentable. C'est exactement l'inverse. Si la chose est bien faite plutôt, et si c'est vraiment proprement calculé, on verra justement les biais un petit peu psychologiques à ce niveau-là dans quelques instants. La création d'un historique de performance. Alors ça paraît tout bête, mais chaque investisseur a intérêt à bien développer son historique de performance, notamment par rapport aux indicateurs de performance pour savoir où il en est d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Est-ce qu'il a dépassé ses objectifs? Au contraire, est-ce qu'il a violé certaines règles, je dirais, de money management? L'historique est vraiment important à titre personnel, mais peut également, si je sais pas, mais si un jour vous souhaitez par exemple proposer vos services à quelqu'un, la première chose que la personne vous demandera, une personne compétente, c'est un historique de performance. Alors, bien plus que dans les opérations à moyen terme, le scalping va du coup grossir l'historique par définition. Au lieu d'avoir 3 opérations, on va en distinguer par exemple 200 sur les mêmes tendances de fond analysées. C'est particulièrement important parce que l'historique montrera plutôt si vous savez gérer 200 opérations ou plutôt si vous savez en gérer 2, même si au final l'échéance, je dirais la période de l'historique est exactement la même. Donc la création d'un historique de performance, que ce soit à titre personnel si l'on ne souhaite pas proposer ses services ou que ce soit à titre personnel et en plus pour proposer ses services, la création d'un historique de performance grâce au scalping est vraiment indéniable, tant pour se juger que pour être jugé. Voilà. Alors, les outils, il y a bien sûr une panoplie d'outils, je dirais une vraie boîte à outils particulièrement importante. L'analyse technique, au niveau du chartisme, pas vraiment, parce que vous savez que, alors, notamment pour les clients en live trading, moi j'ai tendance à ne pas vraiment donner d'importance à l'analyse technique sur les très faibles unités de temps en M1 et en M5 notamment. Je n'aime pas le M15, je trouve que c'est une unité bâtarde un petit peu entre le M5 et le M30. Je considère vraiment l'analyse technique à partir du M30 et au-delà. Parce que le M1 et le M5, par définition, vont vous donner beaucoup de signaux, mais par définition également beaucoup de faux signaux. Donc ce qui va être analyse technique et chartisme en M1, M5, je m'en méfie comme de la peste. Par contre, définir son analyse technique et son chartisme, je dirais
sur une grande unité de temps, comme je dirais dans quelques secondes par rapport à l'entonnoir, c'est-à-dire par exemple commencer par le D1 pour savoir où on en est d'un point de vue technique sur l'ensemble de la semaine, du mois, également d'un point de vue chartiste, puis en M30 par exemple pour voir où on en est dans la journée, mais ne pas forcément en tenir compte en M1 et en M5. Ça c'est une erreur que beaucoup d'investisseurs débutants font, c'est de vouloir absolument appliquer le RSI, la moyenne mobile en M1 et M5, bah non, ça va vous donner beaucoup trop de faux signaux. Et il suffit d'avoir 30-40% de faux signaux pour qu'une stratégie soit littéralement détruite. L'analyse fondamentale, oui, c'est un outil incontournable. J'en ai parlé déjà il y a quelques secondes au niveau du calendrier économique, bien entendu, au niveau également de l'actualité d'un point de vue général. Je vais prendre un exemple tout simple au niveau de l'actualité générale. Par exemple, là en ce moment, on a à nouveau les combats dans l'Est ukrainien, dans les deux régions séparatistes qui sont en train de reprendre et qui peuvent impacter, une fois que l'euphorie de la BCE sera un petit peu passée, qui peuvent impacter les indices européens et pourquoi pas le DAX 30. Un point plus macroéconomique, cet après-midi par exemple, à 16 heures, on aura des chiffres américains dans l'immobilier. Alors, les chiffres de l'immobilier américain sont particulièrement importants au niveau mondial parce que la crise que l'on traverse encore aujourd'hui et globalement depuis 2007-2008 vient précisément de l'immobilier américain, de la crise des subprimes. Donc il est toujours intéressant de voir comment va le foyer infectieux un petit peu, au-delà du fait que l'immobilier américain représente une énorme manne financière au niveau mondial. Voilà, deux exemples. Le premier d'actualité générale, l'Ukraine, le deuxième d'ordre économique via le calendrier économique. Alors le suivi de tendance, j'en ai déjà également un petit peu parlé, bien entendu c'est indispensable. On ne rentre pas forcément à contre-courant, à moins d'avoir une excellente raison, mais vraiment c'est assez rare. Si la tendance globalement du jour est haussière, il vaut mieux faire son scalping à la hausse, c'est du bon sens. Parce que si on prend une contre-tendance de 10-20 points qui nous donne tort, au moins on a plus de probabilité, je dirais, si le calendrier est vierge au niveau macroéconomique, on a plus de probabilité de revenir sur son point d'entrée que d'avoir une franche accélération sans macroéconomie. Sous-entendu, ce serait plutôt un petit retournement spéculatif qui ne nous donnerait pas forcément tort bien longtemps. Et puis il est toujours plus facile de nager dans le courant de la marée, je dirais, qu'à contre-courant. Voilà, tout simplement. Les bouffées d'oxygène. Alors là aussi, c'est une notion franchement centrale de mon point de vue au niveau du live trading. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un point puisse être gagné, puisse être pris plusieurs fois. Je prenais l'exemple le cas du DAX entre 995 et 10 000. Il nous fait deux allers-retours, on peut prendre deux fois l'opération. On a justement une bouffée d'oxygène baissière dans un type de trading haussier. Voilà. Les bouffées d'oxygène, c'est vraiment central. Moi, je ne considère vraiment que deux choses une fois que ma trame est définie. Ce sont les bouffées d'oxygène pour reprendre globalement la même opération sur le même point avec quelques secondes d'écart une fois que le take profit initial a été touché. Et les accélérations haussières ou baissières. Si au lieu d'avoir une bouffée d'oxygène, j'ai une franche rupture, c'est-à-dire j'ai mon take profit, mon point de clôture manuel, peu importe, qui a été touché, et qu'en plus la tendance sur laquelle j'étais s'accélère d'autant plus fortement, là j'ai la seconde raison qui peut me pousser à rentrer dans cette même tendance. Voilà. On verra justement que les accélérations en contre-tendance, donc pour reprendre le même exemple, parce que je suis haussier, une accélération baissière sera plutôt l'exemple prix, le cas prix pour une stratégie de hedging, une stratégie de couverture de risque. J'y reviendrai dans quelques instants. L'unité de temps, je ne recommande que l'entonnoir. J'en ai parlé tout à l'heure. On commence par la plus grande unité de temps, en tout cas la plus pertinente. Quand je dis la plus grande, c'est pas forcément l'unité de temps mensuelle, mais en tout cas la plus pertinente pour ce qui nous intéresse, à savoir le D1, unité de temps intermédiaire pour savoir, après avoir étudié ce qui se passe dans la semaine grâce au D1 et dans le mois, on s'intéresse à ce qui se passe au sein de la séance en elle-même. Je recommande le M30 et le H1 et on ne se base que sur le chartisme, retracement de Fibonacci et l'analyse technique sur ces deux unités de temps. Le M1 et le M5 vont nous servir à placer nos ordres, à en sortir, mais par rapport au comportement des chandeliers, par rapport un peu plus à des accélérations, à des bouffées d'oxygène, à un comportement un peu plus chartiste. Donc par définition, du price action, donc l'étude, le comportement du prix. Voilà. Donc on a vraiment un entonnoir. On commence par la grande unité de temps intermédiaire et une petite unité de temps. Je déconseille très fortement, c'est vrai pour le scalping, c'est vrai en général, l'analyse technique et le chartisme en M1, en M5. Les sous-jacents. Alors, idéalement, moi, je recommande des indices parce que je trouve que c'est là où on tire le plus de résultats, notamment le cas du DAX 30. Alors, j'ai mentionné le cas du DAX 30 parce que c'est le cas le plus courant au niveau du live trading. Je dirais qu'en ce moment, à peu près, enfin, sur les près de 2 années de live trading, en avril, ça fera 2 ans, il y a à peu près 80-85% d'opérations à la louche qui sont prises sur le DAX 30. Voilà. C'est un indice, c'est la locomotive européenne, l'Allemagne économiquement, le DAX 30 d'un point de vue boursier.
parce que c'est l'indice allemand, l'équivalent du CAC 40 côté Francfort. Mais c'est très volatile, c'est très liquide, c'est-à-dire qu'on trouve toujours une offre, une demande globalement. C'est un actif qui subit très bien, dans le bon sens du terme, l'actualité. Je pense notamment à la BCE hier. Voilà. Donc effectivement, les yeux généralement sont rivés sur le DAX 30 pour l'Europe, de la même manière que les yeux sont rivés sur le Dow Jones pour étudier un petit peu le comportement boursier aux États-Unis. C'est plus complexe sur le Forex. Alors pourquoi? On a deux sous-jacents en vérité sur le Forex. Quand on parle d'euro-dollar, ça n'est pas un sous-jacent. En vérité, il y en a deux. Il y a l'euro d'une part, l'USD de l'autre. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce qu'au niveau du calendrier économique, naturellement, on va s'intéresser à deux fois plus d'éléments. On peut être soumis à des biais contradictoires, à des signaux contradictoires. Alors, pour autant, je ne déconseille pas du tout le scalping sur j'allais dire sur sous-jacent, mais plutôt sur Forex. Ça reste tout à fait envisageable. J'en fais un peu en live trading. La dernière opération, justement, c'est euro-dollar hier pendant pendant la conférence de presse, puisque c'était la seule opération que j'avais prise pendant la conférence de presse. C'est tout à fait envisageable, mais attention tout de même. Là, vous allez avoir plus de biais, plus de leviers à analyser. Les matières premières, pourquoi pas? Alors très sincèrement, moi je suis absolument pas spécialisé dans les matières premières. Je ne recommande d'ailleurs, comme je disais quasiment dans toutes les vidéos, je recommande de ne se spécialiser que dans deux types d'actifs. Dans mon cas, ce sont les indices européens et les grandes devises. L'euro, l'USD, donc le dollar américain, et le yen. Voilà. Le reste ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ces trois devises et au-delà des indices européens, je suis spécialiste dans aucun autre actif. Il vaut mieux être spécialisé dans deux types d'actifs qu'être moyen sur 15. Voilà. Et ça, c'est une erreur aussi qui est assez courante chez les investisseurs débutants, c'est d'avoir 10 opérations ouvertes sur 10 actifs différents. Mais ça sous-entend quand même qu'il faut être spécialisé dans les 10 actifs. Et ça, par définition, c'est presque impossible. Voilà. Alors, quid des matières premières? Pourquoi pas? J'aurais quand même tendance à recommander uniquement les matières premières les plus liquides. Je pense évidemment à l'or et au pétrole. Voilà. Pourquoi pas le silver, l'argent, un peu à mi-chemin. Mais voilà, ce serait à peu près ma seule recommandation à ce niveau-là. Une recommandation de bon sens, juste prendre ce qui est le plus liquide. Or, pétrole, argent. Toujours chercher à s'inscrire dans une tendance de fond. J'en ai parlé tout à l'heure, via la stratégie en entonnoir, en tout cas au niveau de l'unité de temps, c'est absolument indispensable. La psychologie. Alors la psychologie, je vais passer assez rapidement dessus, puisque comme vous le savez, la vidéo, le webinaire d'aujourd'hui est en fait enregistré et ce sera le deuxième hors-série sur ma playlist YouTube celle d'XTB France que j'anime pour la formation à l'analyse technique. La première, justement, le premier hors-série, qui a été enregistré et dont le webinaire était vendredi il y a 2 semaines jour pour jour, donc logiquement vendredi 9 janvier, est déjà sur YouTube. Là-dessus, via cette vidéo, je reviens pendant 35-40 minutes sur les grands biais psychologiques qui sont valables tant pour les horizons d'investissement à long terme, globalement, que pour le scalping. Mais pour le scalping, quand même, il y a quelques notions sur lesquelles j'aimerais revenir et détailler un peu plus cette première présentation sur la psychologie. Les volumes et la psychologie, c'est évident. Plus que jamais, au niveau du scalping, plus on va appuyer fortement sur une opération, plus on va être mis à rude épreuve, je dirais, au niveau de la gestion de son opération, parce qu'on sait qu'on va chercher que 5 points sur le marché, que 10 points, on a appuyé trop fort au niveau des volumes, et seulement 20 points de contre-tendance, qui vont nous donner tort, peuvent psychologiquement déstabiliser, paralyser totalement un investisseur. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'appelais vraiment la prudence. Le scalping n'est fait que pour être fait avec très peu de volume. Je prenais le cas du compte que je gère qui initialement était de 20 000 € pour le live trading. Depuis qu'il est ouvert, maintenant il est à 40 500, mais depuis ce temps-là, les opérations DAX ne sont que sur 0,25 lots. Donc c'est absolument indispensable de bien faire correspondre au scalping une faible exposition au risque, de crainte sinon de voir son biais psychologique totalement paralysé à ce niveau-là, et encore plus, je dirais que sur les opérations qui ont vocation à rester sur le marché pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sur un horizon d'investissement un peu plus à moyen terme. Alors quelques biais psychologiques justement par rapport au scalping. On va retrouver justement la notion que j'avais évoquée donc il y a 2 semaines, qui est encore une fois sur YouTube, celle de l'animal blessé. L'animal blessé, c'est-à-dire l'esprit de vengeance. On a perdu par exemple 3 opérations consécutives sur le scalping, on va vouloir se refaire en quelque sorte, donc se venger littéralement du marché, et la 4e opération est fatidique, la 4e opération va paralyser l'opérateur d'un point de vue psychologique, va engendrer des pertes largement supérieures aux 3 premières. L'animal blessé, c'est une erreur, et en fait qui est extrêmement liée à ce qui est de plus courant chez les investisseurs débutants, c'est-à-dire le refus d'accepter ses pertes. Le fait de ne pas accepter ses pertes, psychologiquement, ça peut vous entraîner, après il ne faut pas faire de généralité, mais ça entraîne quand même pas mal de gens sur un esprit de vengeance inconsciemment contre le marché. L'euphorie, c'est exactement l'inverse, on va retrouver l'excès inverse, je dirais, c'est-à-dire l'opérateur a gagné 6 opérations consécutivement en peu de temps sur le scalping, il va se dire c'est ma journée, c'est ma séance, je peux me lancer sur la 7e,
et patatras, la 7e est fatidique pour le gain généré sur la somme générée sur les 6 premières. Voilà. Donc il n'y a que deux sentiments qui dominent le marché, je vais y revenir dans quelques secondes. Avant, il y a ce fameux proverbe « greed is good », donc la cupidité, l'avidité est bonne. En fait, c'est un proverbe très connu par rapport à Wall Street 1, donc le premier film, qui est une référence culturelle, on va dire, dans ce milieu-là. Et c'est une des citations un peu clés du film qui s'est propagée partout chez les investisseurs. Alors, c'est vrai pour le personnage de Gordon Gekko qui est atypique, mais évidemment, ça n'est pas vrai, je dirais, pour un investisseur prudent et même, je dirais, pour un investisseur tout court. Donc, greed is good. Non, attention avec cette notion d'en vouloir toujours plus, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, etc. Voilà, juste du bon sens, mais c'est bon de le rappeler et de ne pas se baser sur ce proverbe parce que c'est vrai qu'on l'entend encore énormément, même si le film a près de 30 ans. La cupidité et la peur, voilà, sont les deux seuls sentiments qui dominent le marché. Cupidité et peur, on pourrait le traduire par euphorie pour cupidité, c'est-à-dire j'en veux toujours plus, et peur, ça peut être l'esprit de vengeance, l'animal blessé ou la paralysie totale. Il n'y a que ces deux seuls sentiments véritablement qui dominent le marché. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les auteurs qui ont écrit sur la psychologie boursière, vous n'avez que ça sur le marché, il n'y a rien d'autre. Donc il faut savoir par définition, chacun domine son sentiment de cupidité et son sentiment de peur. Le meilleur moyen, c'est encore de définir ses objectifs de gain et de perte. J'y reviendrai dans quelques secondes. Ah oui, alors il y a ça aussi qui est assez intéressant dans les biais psychologiques. J'en avais assez peu parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo et je voulais y revenir sur celle-là. L'éternel empilement de hedging, c'est-à-dire qu'on le voit notamment sur les positions ouvertes sur X Social. Vous savez, pendant le live trading, quand de temps en temps je fais un tour sur X Social pour voir un peu où en est tel ou tel émetteur, comme les positions ouvertes sont accessibles uniquement pour les émetteurs sur X Social, ce qui est normal puisqu'on risque de s'exposer à ces mêmes opérations. On voit de temps en temps, et ça a l'air de plus en plus répandu, un empilement éternel. C'est-à-dire, il y a deux opérations DAX qui s'annulent, mais il y a 1000 points d'écart entre les deux. Et au milieu, il y en a deux autres, et c'est pareil 500 points. Pareil sur EURUSD, pareil sur le SPA35, etc. Et donc au final, certains portefeuilles sont remplis d'opérations qui, finalement, n'auront jamais vocation à être fermées. Elles seront toujours ouvertes, et elles sont parfaitement hedgées, c'est-à-dire qu'elles sont parfaitement annulées, moins un lot, plus un lot, mais ça sous-entend que l'émetteur, l'opérateur, en fait, n'a pas du tout accepté de prendre sa perte, n'a pas accepté de couper ses pertes au bon moment. L'erreur la plus courante en trading et la plus basique, c'est de couper trop tôt ses gains et trop tard ses pertes. Et ça, c'est indéniable. En vérité, un investisseur qui gagne va avoir tendance à faire l'inverse. Accepter de couper ses pertes ou de couvrir le risque de ses pertes via un hedging un peu plus massif et laisser courir ses gains. Voilà. Alors, là, je m'éloigne un petit peu parce que laisser courir ses gains, bien entendu, on est au-delà du registre du scalping, mais c'est quand même pour revenir un peu sur cette notion d'éternel empilement, décidément, de hedging, qui est aussi valable pour le scalping. Le money management. Alors, fixer ses objectifs dans les deux sens, absolument indispensable. Si on a un objectif qui est de gain, qui est par exemple de dire aujourd'hui je vise 1% de rendement, mais je ne vise que 0,3% de perte, il faut absolument s'y tenir. Dépasser ses objectifs dans un sens comme dans l'autre, c'est un échec, même si c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1% de rendement, même si on a fait 6% de rendement, sur le papier c'est joli, le portefeuille a bien grossi, mais en vérité c'est un échec, on a violé nos propres règles. Donc c'est aussi pour ça que parfois au niveau du live trading, alors moi c'est très simple, sur les opérations de 0,25 lots, je vise 30 € de gain en moyenne. Et une fois ou deux, il est arrivé il est arrivé souvent que l'objectif soit largement pulvérisé parce qu'il y a eu un énorme déblocage de la volatilité dans le bon sens. Donc par exemple, pour le couper à 90 €. Et donc là, j'explique que en fait, l'objectif n'a pas été respecté puisqu'on avait fixé à 30, même si on le clôture à plus 90, psychologiquement c'est positif, on a fait un joli gain, etc. Mais en vérité, on n'a pas respecté, on s'est menti un petit peu à soi-même. Donc c'est très important également de fixer ses objectifs en perte. Si on a perdu par exemple 50 € aujourd'hui et que c'était notre objectif de perte, il faut arrêter sa journée. Il ne faut pas faire comme l'animal blessé, l'esprit de vengeance dont je parlais il y a quelques instants, revenir sur le marché pour récupérer ces 50 €. Surtout pas. Parce qu'en plus, en voulant les récupérer, on va avoir tendance à appuyer plus fortement sur les volumes. Si on a perdu 50 € avec 3 opérations de 0,10 lots, on va dire c'est pas grave, je vais faire une quatrième opération de 1 lot, largement supérieure à la somme des 3 précédentes, pour attraper ces 50 € et en plus faire pourquoi pas 100 € de gain. C'est une erreur. Une fois que les objectifs sont atteints, dans le bon comme dans le moins bon, il faut arrêter sa journée, il faut arrêter sa séance et repartir le lendemain ou une autre fois sur la même trame de fond, sur le même money management qui a été défini.
Les respecter, voilà, oui, fixer ses objectifs, les respecter, j'en ai parlé. Accepter ses pertes, bien entendu, ça aussi ça a été également évoqué, donc je ne vais pas revenir sur cette notion. Alors le split c'est une notion assez courante au niveau du live trading, c'est-à-dire que s'il y a une notion technique qui est de 10 points, c'est-à-dire on dit que quand le marché change de tendance mais simplement sur 10 points avec peu de volume, on appelle ça d'un point de vue technique le bruit, mais vraiment, on appelle vraiment ça le bruit. Et le split, ça peut être intelligemment fait si on alourdit légèrement, très légèrement, sa première opération de scalping. Par contre, attention, on ne le fait qu'une seule et unique fois, avec peu de points d'écart. Généralement, le split sur le DAX 30, moi je le fais sur 10 points, voire 20 points s'il y a beaucoup de volatilité. Sur un seul niveau, dans les mêmes proportions de volume, et il faut que la somme des deux volumes soit quand même tout à fait respectable, tout à fait minime par rapport au compte total, par rapport à son propre money management. Il ne faut pas trop s'exposer. Donc par exemple, ce que je fais en live trading, toujours avec le même cas, avec le même compte, sont 2 opérations de 0,25 lots espacées de 10-20 points. Voilà. Mais on ne vient surtout pas faire d'empilement baissier ou d'empilement haussier avec 5, 10, 15 opérations. Il y a un cas d'école qui a fait ça, Jérôme Kerviel, c'est un empilement haussier sur le DAX 30 justement. Bon, alors avec 50 milliards de capital, il en a perdu 10%, 5 milliards, mais malgré tout, c'est un empilement qu'il a fait. Donc voilà, le split, c'est simplement dire que le marché ne change pas de tendance, il est simplement en train de traduire un peu de bruit, et donc on va profiter de cet écart-là, on va profiter de ce bruit-là pour alourdir notre gain. Voilà. Le hedging. Alors le hedging, ça ce sera tout le sujet d'un webinaire intégralement dédié au hedging. En fait, le hedging, littéralement, c'est la couverture, le hedge plutôt. Hedging, c'est l'art de faire la couverture. Le hedge, c'est la couverture. Alors le hedging ou le hedge, peu importe, c'est le fait de couvrir au niveau des volumes une opération qui part à l'envers, qu'elle soit splittée ou pas. Qu'on ait 0,25 lots sur la table pour garder le même exemple ou 0,50. Finalement, c'était pas du bruit. Finalement, le marché s'effondre de 30-40 points. Dans quel cas, on va surfer sur la nouvelle tendance, en augmentant, en appuyant un peu plus fortement sur les volumes et en coupant tout en légère gain, rien du tout, neutre ou légère perte. C'est possible, le hedging le permet, on le voit beaucoup en live trading, je dirais qu'il y a à peu près une couverture de risque au moins 1 à 2 fois par semaine, facilement. Ça arrive tout le temps sur le scalping, il faut bien le savoir pour une raison simple, c'est parce qu'on agrandit l'échantillon. C'est-à-dire que on vient multiplier les opérations, les occasions de trading. Alors, soit on coupe la perte et on accepte de la couper, soit on se dit, bah non, le marché est en train vraiment de se retourner, donc je vais en profiter. Non seulement je vais couvrir ma perte latente initiale, mais en plus je vais venir faire un gain et tout couper en même temps. Voilà. Voir notre chaîne YouTube, effectivement, puisque là aussi, donc il y a un webinaire qui va être publié à ce sujet-là. Vous serez bien sûr au courant. Mais au-delà de ça, une fois par semaine, je publie l'un des live trading. Alors quand je dis l'un des live trading ça dure quand même 1h20, 1h15, 1h20. Bien entendu, je publie pas les 1h20 sur YouTube. Je viens faire un condensé, les 10 minutes de telle séance qui m'a paru intéressante. Dedans, je reviens sur les notions de split, de hedge, sur les notions de scalping. En fait, toutes ces opérations, plutôt toutes ces vidéos-là, s'appellent toutes aperçus de la séance du live trading la dernière c'est le 12 janvier, la prochaine je sais pas, ce sera par exemple celle de la BCE d'hier, voilà, peu importe, mais voilà, là vous avez l'occasion de revenir directement sur une notion de scalping, de split, de hedge au niveau de ces vidéos enregistrées et publiées sur YouTube. Les risques, on a parlé des avantages au tout début, il est temps de parler des risques à la toute fin parce que c'est normal de finir par le bémol, ça me paraît logique, de pas partir sur une idée un peu trop belle du scalping, il faut vraiment mettre des freins immédiatement et bien comprendre les risques. Le cas du split, ça revient quand même à alourdir une opération. Si le hedge est mal fait, il faut à la fois savoir maîtriser le split et le hedge avant de s'engager vraiment sur du scalping. Parce que le cas du split, on revient quand même à alourdir notre opération. Si le split était faux, si vraiment le marché se retourne, on se retrouve quand même avec un peu de volume. Dans des proportions, encore une fois, tout à fait raisonnables. L'idée n'est pas d'appuyer comme un fou furieux sur les volumes, c'est vraiment de s'exposer très peu au risque. Et là, je reviens vraiment, je rabâcherai éternellement cette phrase-là, mais on voit encore du scalping trop exposé au risque dans certains émetteurs. Donc attention. Le cas du split, effectivement, ça revient quand même à s'exposer 2 fois plus au risque. Donc attention, il faut bien maîtriser ces notions-là.
Le cas du hedge, même combat, on vient alourdir dans un sens, on vient alourdir l'opération. Donc attention à être vraiment serein psychologiquement à ce niveau-là. Le scalping est risqué, on vient élargir l'échantillon. Ça veut dire que statistiquement, on vient quand même s'exposer beaucoup plus au risque d'un retournement violent. Mais malgré tout, si on a été assez malin au niveau des volumes et au niveau de son exposition au risque, comme je le disais tout à l'heure, on s'expose moins en fait à à long terme aux explosions de volatilité, mais à court terme, on s'expose plus. Il faut bien comprendre la différence entre élargir son échantillon sur une journée et éviter les signes noirs parce qu'on peut se le permettre, comme la BNS, comme la BCE, etc., etc., etc. Le trading est l'activité d'investissement la plus risquée. Ça, il faut se mettre définitivement en tête. On n'est pas du tout sur des actions, on n'est pas sur de l'immobilier, on n'achète pas un restaurant, c'est vraiment quelque chose de risqué, c'est la plus risquée par définition. Et le scalping lui-même est une sous-composante risquée du trading. Voilà. Donc ça, vraiment, j'insiste plus que jamais dessus. Il convient quand même de bien rappeler ces quelques règles. Moins risqué, plus risqué, alors qu'en est-il? Tout dépend de l'horizon d'investissement et tout dépend de la manière dont la chose est faite. Il n'y a pas de réponse universelle à ça. Ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous qui peuvent être intéressés par le scalping. De la manière que pour les biais psychologiques, il n'y a pas de réponse universelle. Chacun progressant à son rythme, chacun ayant déjà de base un comportement propre par rapport au stress, par rapport au fait de perdre les pédales face à un risque, etc., etc. Déjà à la base, on est plus ou moins chacun programmé par rapport à notre éducation, par rapport à notre vécu, à nos expériences, etc. Donc là, il n'y a pas de réponse universelle. Voilà. Tout est question de psychologie et de money management. Ça, je l'avais déjà dit lors du précédent hors-série il y a 2 semaines. Je suis absolument convaincu que 70% de la réussite d'un trade, c'est uniquement un aspect psychologique et de gestion du risque. Les 30% restants, ça n'est que d'analyse. Et comme j'essaie de le dire le plus souvent possible, un très bon analyste ne sera pas forcément un bon trader. Un bon trader ne sera pas forcément un bon analyste. Ça, c'est très important. Voilà, donc 70% de la réussite d'un trade, psychologie, money management. Alors quand je dis d'un trade, c'est et ou d'une couverture de risque, et je renvoie évidemment à cette notion de hedge. Quelques soutiens pour terminer vraiment la présentation, et je passe à vos questions. Quelques soutiens pour vous épauler là-dedans. Alors bien entendu, le calendrier économique, j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut surfer sur les explosions d'actualité macroéconomique. Je pense à la BCE, je pense aux chiffres de l'immobilier américain cet après-midi, au PMI manufacturier et tertiaire dévoilé ce matin pour la France, l'Allemagne et la zone euro. TraderStalk via Xstation. TraderStalk sur notre plateforme, c'est donc cet outil qui permet à des traders du monde entier, professionnels, en salle de marché, de communiquer, d'échanger des informations entre eux. Mercredi, 24 heures avant la conférence de presse de Draghi, donc hier, jeudi 22, donc mercredi 21, on a eu sur TraderStalk une rumeur qui est tombée selon laquelle le quantitative easing serait de 600 milliards d'euros. Rumeur complètement fausse quand on voit effectivement l'étendue réelle du quantitative easing dévoilé hier. Mais peu importe. Le DAX a perdu 100 points et les a regagnés immédiatement. Sans TraderStalk, on n'aurait jamais compris, on n'aurait jamais su, en tout cas dans l'immédiat, surfer sur cette information-là et on n'aurait jamais véritablement compris les enjeux qui se dégageaient là derrière. Voilà. Donc vraiment, j'insiste plus que jamais sur l'importance des rumeurs puisqu'on vient s'exposer à très très court terme sur le marché. L'onglet news, les actualités en général, c'est juste du bon sens. Je parlais tout à l'heure de l'Ukraine, donc là on va retrouver l'onglet news sur Xsocial, sur Xstation et sur Xsocial, globalement sur la plateforme Xstation. Mais les actualités en général, d'une manière générale, moi j'ai tendance très sincèrement à recommander France 24 pour les actualités en général. Bon, c'est mon avis, j'ai pas d'action particulière chez eux ou j'ai rien du tout chez eux, mais simplement je trouve que c'est l'un des rares médias français qui est vraiment très qualitatif à ce niveau-là. Et voilà, pour suivre un peu ce qui se passe en Ukraine, pour suivre, je sais pas, un déboire quelconque de l'actualité, bon, c'est intéressant. L'analyse matinale, envoyée généralement entre 10h et 10h30, toujours avant le Good Morning Market, pour vraiment voir le gros biais psychologique, le gros biais technique de la journée, le fait d'armes de la séance. Bien entendu, les derniers temps, c'était quasi uniquement dédié à la BCE. Cependant, en ce moment, j'aurais tendance et comme je le fais depuis quelques temps aussi, à très fortement vous recommander de surveiller ce qui va se passer dimanche en Grèce, l'élection de Syriza, donc l'élection probable, il faut quand même le mettre tout ça un petit peu conditionnel entre guillemets en mettant des précautions, mais la probable élection donc de Syriza, le parti anti-austérité, le parti d'extrême gauche en Grèce. Alors élection
large ou pas, on le saura dimanche, mais effectivement ce serait le pied d'actualité sur lequel j'insisterai au niveau de l'analyse, et s'il n'y avait pas la BCE en ce moment, sur lequel j'attire votre attention. Le Good Morning Market, 10h30, 10h45, bien entendu, pour voir les points techniques de la journée, les tendances à suivre, notamment les supports et résistances à surveiller grâce au retracement de Fibonacci, toujours pareil, avec l'entonnoir, donc pris en D1 et surtout pas en M5, et le live trading, bien entendu, point d'exclamation, 15h15, 16h20, 16h30, il arrive que je déborde un petit peu. Mais voilà, alors le live trading c'est quasi exclusivement du scalping. Hein. Je dis quasi exclusivement, il y a à peu près 85-90% des opérations du live trading qui sont du scalping. Le reste c'est soit une couverture de risque qui déborde sur quelques heures, ou certaines opérations ponctuellement que je laisse courir 2-3 jours. Par exemple lundi dernier, là ce lundi, donc le 19, oui lundi 19, j'avais pris 3 opérations forex en complétant une le mardi et que les 4 ont été clôturées. Donc les 3 de lundi et celle de mardi, les 4 ont été clôturés mercredi. Voilà, bon, il y a quelques exceptions comme ça. Voilà, écoutez, merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à 15h15. Je coupe le micro quelques secondes pour boire un peu d'eau et je passe à vos questions. À tout de suite. Voilà, alors rapidement, je passe aux quelques questions. Julien me dit, psychologiquement, effectivement, il s'agit de bien gérer les stop-loss, accepter d'engendrer les pertes. Effectivement, j'ai fait plusieurs échos à cela. Alors, accepter les pertes, ça peut être sous la forme de stop loss. Là, comme on est sur le sujet du scalping, c'est plutôt manuellement en vérité, parce que on peut pas avoir un risque reward de 2 sur le scalping, c'est impossible. Hein, ça c'est très important. Euh, Dans la mesure où pour avoir un risque reward de 2 ou supérieur à 2, il aurait fallu que le take profit soit 2 fois supérieur au stop loss. Donc vous imaginez bien que quand on va chercher 5 points, on peut pas avoir le stop loss à 2,5 points. Donc c'est plutôt une gestion manuelle dans la gestion des pertes, dans la gestion de la couverture de risque. Voilà. Nicolas me dit bonjour Dorian, comment faire la différence entre les bouffées d'oxygène et les retournements? Cette question est valable si nous sommes en position sur la tendance. Alors, accélération de la volatilité, là c'est vraiment le comportement sur la petite unité de temps, le M1 ou le M5. Moi je privilégie surtout le M5, j'ai horreur du M1, je trouve que c'est une aberration. Mais au niveau du M5, c'est tout simplement le comportement véritable du chandelier, voir où en est la puissance du retournement. Est-ce que c'est simple, est-ce que c'est très léger, il n'y a pas trop de volume, pas trop de volatilité, on voit que c'est un peu du bruit, ou au contraire, bam, on a 30 points de moins en quelques secondes, on voit même que le M30 commence à donner des signaux de retournement, il avait encore haussier, il passe en doji, il est en train de passer encore baissier, etc. C'est purement au niveau de notre comportement chartiste sur les petites unités de temps de l'entonnoir, M1, M5 pour la première partie, M30 H1 pour la partie intermédiaire. Le D1 nous apprendra rien sur ça, mais après on peut se baser évidemment sur la partie technique, je dirais, du M30 H1. Voilà. Là, le D1 et le M5 ne servant à rien. Alors, quel type d'indicateur pour le scalping? Merci. Une fois connus, comment savoir s'ils sont bien paramétrés? Merci. Alors déjà, les indicateurs oscillateurs, moi j'ai tendance à les laisser toujours par défaut, pour la simple et bonne raison qu'il y a les prophéties auto-réalisatrices. C'est-à-dire que le fait que tout le monde utilise un RSI en 14, ça donne de l'importance à la zone de surachat et de survente, 70-100 et 30-0 respectivement, avec une période de 14. Une période de 17 que personne n'utilise, vous allez également distinguer des zones de surachat et de survente, mais elles seront fausses. Donc prophétie autoréalisatrice, c'est le fait que tout le monde voit la même chose au même moment, donc adopte globalement le même comportement. Au niveau des parties techniques, je recommande en tout premier lieu, avant tout, les Fibonacci, le comportement chartiste, donc l'évolution des chandeliers, donc de manière individuelle, Marubozu, Doji, Avalement, etc. Et puis d'une manière composée, je dirais, sous la forme des figures chartistes. On va parler des vagues d'Elliott, on va parler du biseau, du triangle. D'ailleurs, il y avait un gros triangle en D1 ces derniers temps sur le DAX 30 qui est obsolète grâce à la BCE. Enfin bref, voilà. Voilà. Et sinon, moi j'aime beaucoup le MACD. En fait, j'aime beaucoup les oscillateurs qui sont non bornés, c'est-à-dire qui ne sont pas délimités entre deux bornes extrêmes, contrairement au stochastique, contrairement au RSI. Donc le MACD, par exemple. Voilà. Lionel me dit, vous ne parlez pas souvent de trading central, serait-ce un plus pour le trading en swing? Oui, tout à fait. Trading central, c'est être en swing trading, ça va pas vraiment être enfin, swing trading, mais pas pour du long terme, pas du tout pour du scalping, et ça c'est normal parce que par mail on peut pas communiquer en scalping. Hein, je veux dire, une opération peut durer 30 secondes, donc tant que le mail soit écrit et puis envoyé, c'est fini. Mais effectivement, c'est plus du swing trading. J'aime bien le fait qu'il précise une préférence, mais par contre, bon, bémol sur le fait qu'il ne précise pas de stop loss, il précise un take profit, une préférence, donc un point d'entrée et une tendance, mais pas de stop loss. Voilà, Gilles me dit, quand vous dites en entonnoir, c'est confirmé que la tendance est identique, que ce soit en un jour et finira en 30 minutes. Non, pas forcément. Pas forcément. Alors,
Idéalement, oui, il faudrait que les 3 unités temps sélectionnées nous donnent la même tendance. C'est rarement le cas, mais c'est surtout pour voir si le fait de rentrer short en baissier en M5 et M30, parce qu'on voit que c'est baissier, n'est pas risqué, parce qu'en D1, en vérité, on reste quand même plus haut que sur le point d'entrée initial de la journée. Donc voilà, attention, c'est aussi pour pondérer un peu son risque, son approche, le nombre d'opérations, la fréquence. Je parlais tout à l'heure de statistiques en évoquant l'échantillon. Voilà, donc c'est aussi adapter un peu son comportement au fait qu'on soit ou pas tout à fait dans la tendance de l'heure, de la journée, voilà. Mais idéalement, c'est vrai que le comportement idéal, c'est de faire son scalping uniquement parce que le M5, enfin tout l'entonnoir est globalement tout dans le vert, dans la hausse, ou tout dans le rouge, dans la baisse, voilà. Michel me dit bonjour, le hedging est-il adapté à toutes les unités de temps? Non, moi je le recommande essentiellement pour le scalping, jamais pour le swing trading et pour les opérations long terme. Dans quel cas, pour cela, il y a une solution, c'est le stop loss. Là, pour le scalping, il n'y a pas vraiment de stop loss, c'est une gestion manuelle, puisque comme je disais tout à l'heure, pour le risque et reward de 2, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est même impossible sur le scalping. Voilà. Donc c'est une gestion beaucoup plus agressive, manuelle, qui dit couverture de risque, qui dit split, qui dit accepter de fermer manuellement son opération en cas de perte, etc. Marie me dit bonjour, je viens de prendre le webinaire en cours à 12h15, pouvez-vous m'envoyer le cours en PDF? Merci Live Trading. Est-ce que c'est pour les options binaires ou les CFD? Uniquement les CFD, je vais répondre dans le désordre. Uniquement pour les CFD au niveau du Live Trading. Oui, on peut bien sûr vous envoyer le support, le PowerPoint, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez surtout pas à le demander à notre équipe. Autre point important, puisque vous êtes arrivé en cours, ce webinaire est enregistré et il sera diffusé aujourd'hui sur YouTube. Voilà. Donc que vous ayez raté une partie ou que vous souhaitiez reprendre certains points, bah, vous avez la possibilité de le faire autant de fois que vous voulez directement sur notre chaîne YouTube. Mais je dirais que c'est un complément à celui que j'ai diffusé il y a 2 semaines sur la psychologie. Voilà, j'ai un peu parlé de psychologie aujourd'hui, mais c'est un sujet sous-jacent, c'est le cas de le dire, un sujet annexe. Voilà. Bonjour, le RSI 14 fonctionne-t-il correctement en M5? Voilà, je ne vais pas revenir sur ça. Non, moi je déconseille l'analyse technique, et puis c'est pas tellement le sujet ici de tel ou tel paramètre, de tel ou tel outil, mais je déconseille l'analyse technique en M1 et en M5, très clairement. Voilà. Je la recommande uniquement à partir du M30 et au-delà. Avez-vous un conseil pour éviter de tomber dans la surconfiance? Car à force d'entraînement, je commence à être pas mal, me demande Christophe. Rien qu'aujourd'hui, 130 points de gagner sur le DAX, bravo, c'est une très belle performance. Alors c'est vrai que la BCE pousse bien. J'ai peur que cela me nuise sur le long terme. Alors la meilleure réponse, Christophe, je pense, la plus prudente, c'est de définir ses objectifs. Si par exemple vous avez un objectif de 30 points de DAX par jour, ce qui est déjà très sincèrement, hein, c'est un magnifique objectif, 20-30 points de DAX par jour, ça n'y paraît pas. En vérité, si vous le tenez sur le long terme, c'est exceptionnel. Donc voilà. Si vous vous dites que voilà, mon objectif c'est de gagner 20 points DAX en gain, mais aussi je risque, mon objectif de perte c'est pas plus de 15 points de perte. Voilà, là vous avez défini votre cadre, un peu comme un oscillateur borné. Et si vous voyez que vous êtes au-dessus, c'est un échec un peu parce que vous avez violé les règles. C'est-à-dire là par exemple 130 points, bon on serait largement dessus. Si vous êtes en dessous, bah, vous avez également violé les règles. Donc par contre si vous avez fait moins 15 points ou plus 20 points, hop, la journée s'arrête. Voilà. Voilà, les bandes de Bollinger sont-elles un indicateur en M1 ou M5 pour le scalping? J'ai répondu à ça, justement. Écoutez, il n'y a pas d'analyse technique en M1 ou en M5. Bonjour, que pensez-vous des stop suiveurs? Que du bien, c'est une manière ouais, de réduire son risque, mais enfin, c'est pas possible sur le scalping, parce que 5 points de variation, ça n'implique pas de stop suiveur. Voilà. Voilà. Alors, dernière question, Gilles me dit, si je comprends bien, mieux vaut réagir en points qu'en argent, perte et gain. Alors, les deux, en vérité, même les trois avec le rendement. Euh, Point, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ça dépend aussi du volume. Donc le point, je dirais un peu en troisième place. Le plus important, c'est le rendement, en vérité. C'est pour ça que sur les historiques de performance que je mets tous les jours en ligne par rapport au live trading sur Twitter et dans l'analyse matinale, il y a le gain en euros, notre devise, et le rendement. Voilà, en pourcentage. Voilà. Les points, j'aurais pu le préciser. Bon, il faut bien reconnaître aussi que le format Twitter délimite à 140 caractères, donc je peux pas, voilà, étendre indéfiniment la chose. Mais voilà, moi j'aurais tendance à privilégier d'abord le rendement, après la valeur absolue en euros, et enfin la valeur en points qui dépend également du, euh, du volume. Voilà, pas plus. Je vous donne rendez-vous à 15h15 pour le live trading. Merci beaucoup pour tous les messages de sympathie et de remerciements. N'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un mail, à nous rendre visite dans nos locaux, et bien entendu, dans le courant de l'après-midi, je pense juste avant le live trading de 15h15, et bien la vidéo sera sur YouTube. Voilà. Excellente fin de journée à tous et rendez-vous tout à l'heure. À bientôt.